5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. C'est une filière qui pèse plusieurs milliards de dollars par an. Le commerce illégal d'espèces sauvages est considéré comme l'une des activités transnationales les plus lucratives au monde, derrière le trafic de drogue et d'armes. Elle est aussi l'un des principaux facteurs d'érosion de la biodiversité. 1 million d'espèces animales et végétales sont aujourd'hui menacées de disparition, victimes notamment de la surexploitation. La criminalité faunique est aujourd'hui au cœur du forum de discussion. On a commencé par évoquer le sujet. On est de retour en plateau justement pour continuer par l'approfondir et bien évidemment pour essayer de comprendre davantage de quoi il s'agit. William Apollinaire Tchouki est resté avec nous. William Apollinaire Tchouki, merci d'être resté. Le plaisir partagé, Emmanuel Rodigamera. Et nous sommes donc en plateau depuis 6h30 avec Monsieur Ogoudié Isidore Amaroué. Il est expert en criminalité faunique en Afrique de l'Ouest. Merci d'être resté avec nous. Merci. Et également avec Monsieur Arsène Sanon. Arsène Sanon, qui est aussi avec nous. Il est coordonnateur régional du projet Gouvernance régionale des aires protégées en Afrique de l'Ouest. Merci d'être resté. C'est moi. Voilà, donc on revient en plateau justement pour évoquer cette thématique d'intérêt qu'est la criminalité faunique. Ça fait quand même pas mal d'années qu'on en parle. Des éléphants qui sont abattus pour leur défense, des rhinocéros qui sont tués, des lions aussi, bref, presque tous les animaux, aucun animal donc de la faune sauvage n'échappe à cette destruction programmée. Pourquoi le mal à la peau dure, malgré tout ce qu'on fait pour essayer de le circonscrire? Le mal à la peau dure parce que le marché existe, le débouché existe. Et nous assistons à l'apparition dans plusieurs pays, notamment asiatiques, d'une nouvelle couche de personnes aisées qui peuvent se permettre d'arborer différents déguisements, on va les appeler comme ça, pour montrer leur niveau de richesse ou juste pour le goût démesuré du luxe. Donc tant que le marché va exister, il y aura des personnes qui vont tout faire pour fournir le marché. Donc, autant il faut faire la lutte contre le braconnage, il faut faire la lutte contre le trafic, mais il faut aussi travailler sur le marché qui existe. Comment on peut arriver à cela? Et c'est toute une problématique. Ça ne va pas s'arrêter juste en faisant des discours. Il faut même travailler sur la mentalité de ces personnes. Parce que il y en a qui aiment arborer des ceintures ou des cartables en peau de croco. Ou des chaussures aussi. Exactement. Des costumes. Tout à fait. Pourquoi cela? Bon, voilà. Parce qu'ils peuvent se le permettre. Et il y a aussi des personnes qui, tant que le marché est là, le prix est mis, ils sont prêts à se battre pour approvisionner ce marché. Donc, c'est toute une chaîne et il va falloir travailler sur l'ensemble de la chaîne. Alors, messieurs, regardez ces images qui ont été capturées donc un peu partout en Afrique de l'Ouest où on y voit justement des animaux sauvages. Là, est-ce que quelqu'un pourra m'expliquer ce qui est en train de se passer là entre M. Sanon et M. Amaroué? De quoi s'agit-il? Il s'agit de quelle opération là? Ah, ok. Je pense que ici c'est une opération qui consiste à... Il veut certainement baguer l'espèce pour faire un suivi écologique donc, de l'espèce. Certainement... Mais ça peut être aussi une opération de soins à l'animal. Si l'animal est identifié peut-être malade et il faut lui apporter des soins, on ne peut pas aller attraper un éléphant avec les mains. Donc il faut pouvoir... Il faut d'abord l'endormir. Il faut l'endormir, l'immobiliser, et lui apporter les soins et puis après le laisser. Et ça peut être également un système de suivi écologique qu'on veut mettre en place pour pouvoir suivre la distribution
la distribution, le territoire, l'aire de distribution donc, de l'espèce, par où il peut aller, et ça permet donc de connaître véritablement son territoire et mieux orienter des actions de conservation sur l'espèce. D'où proviennent ces défenses-là qu'on est en train de voir? Exactement. Donc, les défenses, ça, vous m'amenez à l'origine et destination. L'origine des produits de trafic, surtout les éléphants, pour ceux qui se concernent les éléphants, c'est beaucoup plus dans la partie australe de l'Afrique, mais également, on enregistre au niveau de l'Afrique de l'Ouest des cas de trafic, beaucoup de cas de trafic, surtout non loin des zones où il y a l'éléphant. Ça ne peut que s'opérer au niveau des aires où il y a des éléphants. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, je vous informe que nous avons environ 8000 têtes d'éléphants. Et le complexe WAP, qui est la zone la plus significative de conservation de l'espèce, W, Ali et Pendjari, où le Bénin couvre plus de la moitié du complexe. Tout à fait. Donc, vous voyez un peu ce que vous avez comme richesse en matière de biodiversité. Et ce complexe WAP, aujourd'hui, regorge environ la moitié de cette population d'éléphants d'Afrique de l'Ouest. Et donc, il y a de pression, mais pas aussi forte à cause du dispositif qui est là, mais beaucoup plus au niveau de la zone de Gourma, du Gourma au Mali, avec le phénomène d'insécurité aujourd'hui. Ça fragilise le système de sécurisation des aires protégées et le système de surveillance étatique qui est en place. Et donc, cela alimente davantage le trafic de l'ivoire. Et tout ça, ça va vers les pays asiatiques, notamment en Chine et au Vietnam. Sur le gros marché, ça. Oui, voilà. Donc, le docteur Sanon parlait tout à l'heure de la demande. Tant qu'il y aura la demande, ce serait difficile. Donc, il faut agir de façon diplomatique entre les pays d'origine et les pays de destination, mais également renforcer ou mettre en place des dispositifs stricts de lutte contre les trafics au niveau national. Également travailler, parce que ces gens-là, quand ils viennent, ils ne connaissent pas le terrain, ils collaborent avec les locaux. Donc, il faut travailler à lutter contre les questions de pauvreté, le développement communautaire, pour que les populations qui sont souvent recrutés dans ces chaînes de trafic puissent véritablement tourner le dos à ces pratiques et contribuer aux efforts de conservation. Vous voulez dire que ces populations qui vivent tout autour des parcs, des réserves, il faut tout faire pour qu'ils vivent. Ces gens vivent dans des conditions meilleures. Et là, même si les gens viennent de l'extérieur pour dire, OK, allez tuer tel animal, ils vont refuser, ils vont dire, on préfère le protéger. C'est bien cela? Exactement, exactement. Le développement communautaire et également, parce que lorsque les gens ne sentent pas leur intérêt, et ils ne sentent pas qu'on se préoccupe de leurs intérêts, de leurs besoins, et que les gens ont faim, c'est très difficile de ne pas céder. Parce que les gens viennent avec beaucoup d'argent, c'est alimenté. C'est tentant. Voilà, c'est très tentant. Donc, il y a aussi les phénomènes de corruption. Ouais. Donc, non seulement les communautés qui sont là, il faut renforcer, il faut les développer et les amener à vraiment soutenir l'action de conservation. Parce que si je ne trouve pas mon intérêt dans ce que vous faites et que vous m'empêchez de pouvoir profiter des ressources, et je ne vois pas trop l'intérêt, je ne comprends même pas quelle est l'importance donc de préserver. Véritablement, il sera difficile de pouvoir adhérer à... Donc, il faut renforcer également les sensibilisations, mais également assurer le minimum social commun, développement communautaire, et les gens n'ont pas d'école dans la plupart de ces régions. Ils n'ont pas de l'eau, ils n'ont pas d'électricité. Voilà. Et quand les gens viennent avec des liasses de billets, rapidement, ils cèdent. Exactement. Mais le plus dangereux aujourd'hui, c'est au-delà même de cette criminalité. On parlait donc de la sécurité. Ouais. Aujourd'hui, lorsque les gens viennent, ces terroristes viennent dans ce milieu, ce sont les mêmes populations qui contribuent à alimenter les réseaux de criminels phoniques. Ce sont les mêmes personnes également qui sont, puisqu'ils connaissent bien le territoire, ils connaissent bien les zones où il y a les différentes espèces, c'est les mêmes personnes qui sont recrutées également pour renforcer les dispositifs d'insécurité et de terrorisme au niveau de ces aires protégées. Donc, c'est des phénomènes véritablement qui sont liés et il faut véritablement traiter ça de façon holistique. Et puis, selon le rapport mondial sur la criminalité liée aux espèces sauvages en 2020, ce rapport montre comment le trafic de certaines espèces sauvages qui sont ensuite abattues et vendues illégalement peut accroître la transmission de maladies qui se propagent des animaux aux humains. Et d'ailleurs, le pangolin
est le mammifère le plus traqué au monde selon ce rapport. Le rapport donc souligne le trafic d'espèces sauvages telles que les pangolins qui ont été identifiés comme une source potentiel du coronavirus, et des experts de l'Organisation mondiale de la santé ont évidemment mis en place des techniques pour déterminer la source animale de la COVID-19. Ça, c'est un rapport donc qui date de 2020 que j'ai pu consulter. On sait tout ça, on sait justement que ça, c'est une source potentielle de pathologie. Alors, comment est-ce qu'on met en place un système qui n'est assurément pas défaillant, parce que évidemment si ces criminels continuent de sévir, c'est certainement parce qu'il y a forcément défaillance dans le système. C'est vrai qu'il y a la sécurité qui bouleverse les conditions de vie de ces animaux, mais il y a aussi nous les animaux, pardon, nous les hommes, j'allais dire, excusez-moi, nous les hommes, même si on est aussi des animaux, nous les humains, qui aujourd'hui empiétons sur l'espace de ces animaux. Parce que quand je prends par exemple l'exemple, on a dit Covid-19, on a dit que c'est pangolin qui a amené l'animal, c'est parce qu'entre-temps, nous les humains, on est allés empiéter sur l'espace de ces animaux. Or, ces animaux vivent dans des conditions qui se passent certainement les nôtres. Et quand ils viennent dans nos milieux de vie, rapidement, ces pathologies peuvent se propager et puis on peut être contaminé. Bon, je prends l'exemple, on dit par exemple que le lion a besoin d'un espace qui pourrait atteindre toute la ville de Cotonou. Et quand je prends par exemple qu'aujourd'hui, vous parlez de conservation in situ, alors si on prend cet animal et qu'on le met dans un milieu plus restreint, est-ce que cela peut permettre toujours à un animal de vivre dans de bonnes conditions? Est-ce que cela ne peut pas aussi permettre à la propagation des animaux, des maladies que cet animal a en lui? Voilà autant de questions que moi-même je me pose. Je me dis, mais quelque part, c'est nous les humains qui dérangeons ces animaux dans leur milieu de vie. Il vaut mieux conserver ces animaux dans leur milieu de vie et nous aussi rester dans nos couloirs, et puis on pourrait éviter cette contamination qu'on constate aujourd'hui. Parce que les gens disent même aujourd'hui on parle de coronavirus, mais demain ce serait pire. Tout à l'heure dans le reportage que donnait Jean-Claude James, on parle d'augmentation de la population béninoise. Mais si aujourd'hui on est 12 millions, mais 13 millions, mais 15 millions, je me dis dans 10 ans on serait peut-être le double. On a besoin plus d'espace pour vivre. Alors, si on a besoin plus d'espace pour vivre, ça veut dire qu'on va occuper les réserves de faune et de flore. Voilà autant de questions que je me pose et je me dis, alors là, la fin des maladies, des pathologies, c'est pas pour aujourd'hui. D'accord. Alors, M. Abaroué, les tendances montrent que la demande d'ivoire africain et de cornes de rhinocéros est en déclin, ce qui indique que le marché pour ces produits est plus petit que ce qui avait été suggéré précédemment. On estime que ces deux produits ont généré plus de 600 millions de dollars par an entre 2016 et 2018, et pendant ce temps, la demande de bois dur tropical a augmenté de manière significative au cours de ces 2 dernières décennies. Le bois de rose africain illégal est même entré dans les chaînes d'approvisionnement légitimes pour le commerce des meubles. Du coup, on est en train là de passer, on va dire, de l'exploitation d'une espèce, notamment les ivoires, les cornes de rhinocéros, ce qu'on savait de façon classique. On est en train d'arpenter maintenant de nouveaux horizons, de nouvelles filières, notamment qui sont dans le monde végétal, plus dans le monde végétal que dans le monde animal. Pourquoi? Oui, je vais commencer, tu vas compléter. En fait, c'est la diversification. Puisqu'il y a plus de pression, notamment judiciaire, notamment en termes de communication, sur les espèces emblématiques, notamment l'éléphant. C'est suffisamment connu, les peines sont connues et les peines sont relativement dures. Donc du coup, les braconniers ou les criminels environnementaux diversifient aussi. Donc là, ils vont vers la flore, le bois, et relativement moins connu. Et certainement pour lesquels les peines ne sont pas suffisamment bien établi. La difficulté que nous avons, notamment dans les pays ouest africains, c'est que, en anglais, on dit le law enforcement. L'application de la loi n'est pas rigoureuse. Et nous sommes beaucoup, certes la loi le permet, mais dans la transaction. Alors, vous voulez dire que la loi elle est beaucoup plus forte, sévère, quand on parle des animaux, que quand on parle des espèces végétales, c'est cela? Quand vous regardez le code forestier, peut-être qu'il n'y a même pas de peine. Quand tu abattes un arbre. Mais voilà. Avec le forestier, vous faites la transaction, tu payes un certain montant et puis c'est fini. Le lendemain, tu vas revenir faire la même chose, puisque finalement, ce que tu vas payer est moindre que le prix de vente. Donc, il nous faut travailler à renforcer le dispositif, l'arsenal juridique sur toutes ces questions.
Donc du coup, nous sommes juste dans une dynamique de diversification. On retourne le problème continue à exister. Si on relâche la pression sur les éléphants, ils vont revenir. Ce qui peut aussi expliquer ça, parce que nous avons un déclin de la population en éléphants. Et on a relativement l'œil là-dessus. Donc du coup, ce qui fait que l'accès est réduit. Sinon, ce n'est pas que la demande a diminué. D'accord. Voilà. Donc, en gros, c'est parce que du point de vue, je vais dire, de ces produits classiques, la pression est de plus en plus forte en termes de sécurité, en termes d'arsenal juridique, que les trafiquants se sont rabattus sur les espèces végétales. C'est bien cela. Bon, effectivement, il faut dire, il a bien signalé, hein, il a parlé donc de la réglementation. En fait, dans le cadre vous avez parlé de l'augmentation de la demande par rapport au bois. Absolument. Mais le bois rose. S'il y a la demande, ça veut dire qu'il y a plus de besoins. Quand on a plus de besoins, on demande plus. Et il y a eu baisse par rapport, vous avez évoqué l'éléphant et les rhinocéros. Oui, parce que la réglementation internationale a été renforcée. Vous allez voir que ces espèces dont vous avez parlé sont aujourd'hui sur l'annexe 1 de la CITES. Il y a également des efforts qui se font au niveau des espèces végétales, au niveau de la réglementation internationale. Je vous informe que le plus grand instrument au plan international pour lutter contre le trafic illégal ou le commerce général des espèces de faune et de flore, c'est la CITES. Et c'est pour ça qu'il y a les COP qui s'organisent régulièrement pour pouvoir classer certaines espèces d'une annexe à une autre. Donc, lorsque nous avons 3 annexes, il y a l'annexe 1, l'annexe 2, l'annexe 3. Toutes ces espèces dont vous avez parlé sont en annexe 1. Donc, le commerce, les conditions de commercialisation sont beaucoup plus strictes. Par contre, au niveau des espèces végétales, c'est moindre, mais beaucoup d'efforts se font parce que avant, le ptérocarpus que vous avez évoqué, le bois de rose, n'était pas sur les annexes, mais c'est passé, je crois, en 2016 ou 2018, en annexe 2. Okay. Et récemment, l'Absélia africana est passé en annexe 2 au niveau de la dernière COP. Donc, il y a des progrès qui se font au niveau de la réglementation internationale pour renforcer la conservation de ces espèces à travers ces différentes annexes. Donc, le besoin est là, mais il a parlé de quelque chose de très important, de l'application de la loi. Il y a la réglementation, mais il y a l'application de cette réglementation. Réglementation internationale, mais beaucoup plus la réglementation nationale. Parce que les institutions internationales ne vont pas venir appliquer les lois nationales à votre place. Tout à fait. Donc, il faut que chaque État renforce son dispositif d'application des lois. Application des lois, ça veut dire quoi? Lorsqu'il y a une prescription par rapport à une espèce ou une catégorie d'espèces, il faut l'appliquer. Si on dit qu'il est interdit de tuer un animal, de tuer l'éléphant, si quelqu'un tue l'éléphant, il faut appliquer la loi. Appliquer la loi ne s'arrête pas simplement, il a parlé de la transaction forestière. En fait, c'est les options de règlement des contentieux. Il y a plusieurs options. On parle de transaction forestière, mais également la poursuite judiciaire. Ce qui est à encourager lorsque les gens sont poursuivis judiciairement. Ça dissuade. Et ça permet donc de créer beaucoup plus d'impact et réduire significativement le phénomène. Donc, il faut appliquer la loi telle que c'est dit dans les sanctions, il faut les appliquer. Et il y a également, ce n'est pas seulement les agents d'application, mais la justice doit aider les forces de l'ordre qui constatent et qui font la procédure. Ça vient au niveau de la justice, mais la plupart des cas, ça se noie au niveau donc, de nos juridictions. Il faut que la justice accompagne pour que ce qui est dit dans la loi comme pénalité soit appliqué pour que les gens fassent... Ben justement, est-ce qu'au niveau de la justice même, d'abord, on a connaissance de toutes ces données, j'allais dire, concernant la conservation de la nature? Parce que si on n'a pas les données, pour dire par exemple que quand quelqu'un tue un éléphant, qu'il encourt une telle peine, le juge ne pourra pas sanctionner à cette mesure. Lui, il tiendra compte d'un test peut-être vieux qui ne dit rien. Il peut dire, ok, voilà, quand vous tuez un animal, que dit le code pénal par exemple, et puis voilà, il peut dire, par exemple, je donne peut-être 2 mois de prison ferme à quelqu'un, alors que tuer un éléphant, c'est plus important que la peine doit être aussi plus lourde. Donc, il y a tout aussi, il faut harmoniser aussi les lois par rapport aux enjeux qu'on a en face. Enfin, selon moi. Exactement, on en vient. C'est ce que nous faisons au niveau de l'UICN. L'UICN renforce les États dans l'harmonisation de ces lois-là, mais non seulement dans l'harmonisation des lois. Les États, au niveau de chaque État, les lois existent. Les lois existent sur la flore, la faune, les infractions sont bien définies
et les pénalités sont bien définies. Maintenant, vous avez évoqué, c'est la connaissance de ces lois-là. Donc, les lois existent, mais parfois, c'est pas tout le corps juridique, les magistrats qui maîtrisent ces lois-là. Voilà. Et c'est là où on intervient pour renforcer les capacités. Je vous informe que dans le cadre de ce projet, nous avons renforcé les capacités de plus de 150 professionnels de lutte contre la criminalité, aussi bien les agents d'application des lois, c'est-à-dire les forestiers, les douaniers, les policiers, les institutions et les structures spécialisées de lutte contre la criminalité transnationale, telles que l'Interpol, l'UCT, etc., mais également les magistrats. On les réunit et puis il y a des spécialistes par thématique qui viennent les former pour qu'ils aient non seulement la connaissance de ces lois-là, mais également comment les appliquer pour que véritablement cette criminalité liée aux espèces sauvages soit considérée comme une criminalité très sérieuse, afin qu'on puisse véritablement réduire son impact négatif sur la conservation de la biodiversité. Donc nous faisons ça, mais au-delà de ça, il faut, ça c'est le renforcement des capacités au niveau des agences, au niveau du personnel d'application, mais également au niveau de la région. L'UICN a travaillé à élaborer un cadre légal régional, ce que nous appelons la directive sur la criminalité liée aux espèces sauvages en Afrique de l'Ouest. Mais c'est un instrument communautaire qui véritablement doit suivre le pipeline et le protocole communautaire pour être adopté au finish au niveau de la CEDEAO, et cela deviendra... Mais ce n'est pas encore le cas? Non, nous sommes dans le processus, techniquement c'est validé. Maintenant, il y a un protocole à suivre et je vous rappelle que ce projet est mis en œuvre sous l'égide des deux institutions d'intégration régionale, la CEDEAO et l'UEMOA. Mais bien entendu, l'UEMOA assure le lead pour les questions environnementales. Donc, certains de nos experts au niveau du projet sont même logés dans la scène de l'UEMOA pour faciliter donc ces liens-là. Donc, ça va rentrer dans le pipeline de l'UEMOA. Après, quand l'UEMOA va finaliser ça, ils vont rentrer dans le système de plan de convergence. Ça va continuer maintenant jusqu'à l'adoption au niveau de la CEDEAO. Et au finish, ça va être applicable. D'accord. Internalisé au niveau des lois nationales pour que véritablement on renforce d'abord la définition donc de ces crimes-là. Parce que quand on lit les différentes lois, on se rend compte que il y a une faible criminalisation donc, du phénomène au niveau même de nos lois. Donc cet outil communautaire viendra renforcer, et non seulement harmoniser, mais renforcer l'existant au niveau des pays. D'accord. Alors, les assises de Cotonou, ça va se pencher sur quoi concrètement? Merci beaucoup. À Cotonou, nous parlons des questions de conservation ex situ et translocation. Comme on l'a dit plus tôt ce matin, l'idéal c'est de faire la conservation on-site, laisser l'animal dans son milieu naturel, dans le monde sauvage. Mais pour plusieurs raisons, cela n'est pas tout le temps possible. Donc du coup, il nous faut explorer et prendre profit des autres opportunités pour renforcer la conservation on-site. Ça ne se fait pas au détriment, mais ça vient en complément. Donc du coup, pour nous, à Cotonou, c'est de discuter comment la conservation ex situ, suivie de la translocation ultérieure, peut venir en appui à la conservation on-site. Ce qu'on remarque sur le terrain, chacun va en fonction de ses connaissances, en fonction de ses moyens, en fonction de la pression du terrain. Il était nécessaire qu'on s'asseye, qu'on regarde ce que nous faisons, qu'est-ce qui est bien fait dans ce cas, comment disséminer au plus grand nombre. Parce que le changement transformationnel que l'on vient d'avoir ne viendra que si une masse critique d'acteurs applique les bonnes pratiques. Maintenant, ce que nous faisons moins bien, qu'est-ce qu'il faut renforcer pour que ça aille mieux? Pour qu'au finish, la conservation ex situ et la translocation que nous essayons de faire ne viennent pas au détriment de la vie sauvage. Il faut que ça contribue. Mais justement, par rapport à ça, j'ai quand même quelques interrogations. C'est vrai que quand on parle de conservation ex situ, on garde l'animal dans un milieu plus restreint, mais quand les sciences nous disent que l'animal a besoin de plus d'espace pour vivre,
qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Mais aussi l'autre chose, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle des menaces terroristes, les djihadismes, c'est pas tout ça là, au niveau du Mali, du Burkina Faso, même au niveau du Bénin, du Togo, il faut qu'on ne veuille pas garder ces animaux quelque part et qu'après, peut-être, quand tout cela va finir, les retourner dans leur milieu naturel. Mais est-ce qu'on a l'espace qu'il faut vraiment pour garder ces animaux dans le milieu situ, comme on le dit? C'est des inquiétudes, enfin, des questionnements que j'ai. Je me dis, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on ne risque pas de créer encore d'autres problèmes aux animaux, quoi, en les gardant dans un milieu plus restreint? Oui, avant de passer la parole au docteur Amaoé, juste ce que je veux dire. Je ne te remplace pas, c'est juste. Allez-y. Est-ce que vous savez que certaines espèces n'existent plus à la vie sauvage? Si, on n'a que des spécimens qui sont hors site. Donc c'est un puissant moyen pour préserver la ressource. Et quand on va se rendre compte qu'il est possible de retourner cette espèce ou ces individus dans le monde naturel, on pourra en ce moment explorer. Et il n'est pas du tout l'ambition de la conservation ex situ d'aller vider les aires protégées pour les mettre. Ce n'est pas possible. On n'a ni ces moyens et techniquement, je ne pense pas que ce soit faisable. Et même pas réaliste. Ben, le problème aussi, en gardant les animaux dans un milieu ex situ, en les donnant des aliments, des trucs à manger, est-ce qu'ils ne vont pas changer leur mentalité? Parce que dans le milieu naturel, ils savent quoi manger pour vivre. Je prends l'exemple d'un documentaire que j'ai suivi sur France 2 où on donne aux tigres de poulet. Et qu'à un moment donné, pour rentrer dans le milieu naturel, c'est tout un problème. Ils ne veulent plus partir, ces animaux. Ils pouvaient rester avec les humains. Quelque part, je me dis, mais est-ce qu'on ne risque pas encore de créer de problèmes en voulant sauver ces animaux sauvages? On en discutait hier à l'atelier. Ouais. Puisqu'on avait une photo dans laquelle on donnait du popcorn à des primates, à des singes. À des singes. Donc, quand vous faites, en fait, toutes ces initiatives, je ne sais pas s'il faut les appeler conservation ex situ, n'ont pas pour but final la conservation. Ok. Tous les zoos ne visent pas la conservation. Il y en a qui veulent les domestiquer. Domestiquer ou juste le tourisme. Pour le tourisme, pour voir. Tourisme, Okay. voilà. Si tu ne peux pas aller dans les parcs, voilà, dans les parcs pour voir, au moins quand tu viens, tu peux voir le lion dans un zoo. Mais l'objectif final n'est pas de faire la conservation. Donc nous ne sommes pas dans un cadre de conservation. Mais le retour sera difficile justement dans ce cas. Mais ces genres d'animaux, ils vont passer leur vie, leur retraite dans les zoos. Je vous ai coupé. Ok. Allez-y, monsieur Sanon. Ok, comme le docteur Sanon, le docteur Sanon le disait, effectivement, le but n'est pas de faire la promotion de la conservation ex situ. Nous ne faisons pas la promotion de la conservation ex situ, mais nous faisons une réflexion pour voir des alternatives, l'une des alternatives qui peut véritablement être utilisée en cas de crise spécifique. Et bien, Comme c'est le cas actuellement, c'est ça? voilà, comme c'est le cas pour certaines espèces dans certaines conditions. Donc c'est ça. Le but, l'insécurité autour de nos parcs, il faut véritablement riposter, il faut travailler pour pouvoir récupérer les parcs. Ce n'est pas d'aller enlever les animaux des parcs pour créer une conservation, c'est tout. Il faut récupérer le territoire et conserver les animaux dans leur milieu naturel. Ça, peut-être on peut en revenir. Maintenant, vous avez parlé des risques de contamination et autres. Effectivement, il y a des risques. C'est pour ça que cela nécessite, j'avais parlé de ça dans la première phase, une étude de faisabilité, où on doit aborder dans cela les coûts, les bénéfices, mais également analyser donc les risques. Les risques que cela peut apporter pour les hommes, pour même l'espèce et l'environnement donc de façon globale. Donc lorsque on analyse tout ça, on peut décider si on va avec cette option ou on réfléchit à d'autres options de conservation. Voilà. Donc c'est un peu cela. Le risque également que l'animal ne soit pas retourné dans la nature, ça, c'est pas tout, il a bien dit. Mais lorsque nous voulons retourner l'animal dans la nature, il y a des protocoles. Et c'est ça que nous essayons donc de diffuser les bonnes pratiques pour pouvoir appliquer telle ou telle option de conservation. Lorsque vous voulez appliquer la conservation ex situ, il y a un protocole pour ça. Donc vous devez forcément d'abord respecter les différentes étapes, définir clairement ce que vous voulez faire et même le suivi de la mise en œuvre de votre projet de conservation ex situ et également disséminer des informations sur sa réussite ou pas.
Parce que le plus souvent, quand ça échoue, les gens ne communiquent pas sur ça. Ça peut être des leçons à tirer pour d'autres qui veulent répliquer. Et c'est en cela que ce que nous faisons au niveau de l'UICN est très important. Nous essayons, au cours de cet atelier, par exemple, l'atelier qui a commencé le 8 et qui finit aujourd'hui, nous essayons de réunir ces acteurs-là, qui sont sur les mêmes espèces dans différents pays, dans différents contextes. Nous les réunissons et chacun présente ce qu'il fait. Nous présentons les principes, les lignes directrices. Maintenant, on permet à chacun de présenter ce qu'il fait et les gens peuvent se mirer par rapport aux lignes directrices et également échanger les expériences avec les autres, les défis, les succès, etc. pour qu'au retour, ils puissent répliquer ce qui est réplicable sur le terrain afin donc de renforcer leur façon de faire. Et bien entendu, l'UICN prône que la conservation ex situ soit une option véritablement intermédiaire qui, au bout du rouleau, puisse retourner, parce que nous sommes une institution internationale de conservation de la nature. Donc, nous prônons que la conservation ex situ, dans la mesure du possible, puisse être suivie de la translocation. La translocation qui est le retour des animaux dans leur milieu naturel. Mais là aussi, il faut véritablement disposer d'un protocole. On ne retourne pas les individus dans la nature parce qu'on veut qu'ils retournent dans la nature. Est-ce que les menaces sont encore présentes? Si la menace qui a fait que nous sommes en train d'amener les animaux dans un milieu artificiel, dans un système artificiel de gestion, si la menace est encore présente, si vous retournez, vous allez perdre ces individus. Si le braconnier est encore là, ou la menace est encore là, les individus relâchés, vous allez les perdre. Donc, il y a toute une analyse derrière, toutes des études derrière pour s'assurer que tout ce que nous faisons en matière de conservation véritablement permet de conserver à long terme. Donc, d'où l'importance de l'intégration entre la conservation ex situ et la conservation in situ. D'accord. Alors, et pour ce qui est des espèces végétales, comment est-ce que vous vous arrangez? Est-ce qu'on peut, autant on peut faire, on peut conserver des animaux donc dans un zoo privé ou dans un parc. Est-ce qu'on peut en faire autant pour des essences quand on sait que une plante ne peut pas pousser, dans des milieux donnés où elle ne peut pousser que dans certaines régions, dans un écosystème qui lui est propre et qui lui est favorable. En réalité, pour les plantes, c'est plus facile. Ah oui. Il faut juste acclimater la zone de production. Il y a les serres. Ah, ok. Ah ben oui, tout ce que nous produisons comme plantes tropicales en Afrique, au nord, ils maintiennent les germes là-bas, dans des serres tropicalisées. Oui. Tout peut se produire normalement partout. Mais en termes de rentabilité, ça ne l'est pas. Okay. Sinon, si au nord, dans les climats tempérés ou même glacial, s'ils veulent faire du cacao, ils peuvent le faire. Il faut juste mettre des serres tropicalisées. Mais ça va coûter plus cher. Le prix de revient à la tonne ou à l'hectare va être plus cher qu'en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est la nature qui s'occupe quasiment presque de tout. Il est possible de faire aussi de la conservation ex situ avec les plantes. Et c'est même finalement beaucoup plus simple. C'est plus facile. Que pour les animaux? Ah bah oui. Oui, c'est beaucoup plus facile parce que vous voyez par exemple les semences. Nous avons des banques de semences. Ouais. Il y a des systèmes qui permettent donc de... Je crois qu'il doit y avoir ça au Bénin ici. Il y a ça. C'est très développé aussi au Burkina Faso où les gens conservent les semences de l'espèce. Il y en a sur le campus d'Abomey-Calavi. Voilà, donc ça dans des laboratoires. Normalement, tout est déjà... Vous pouvez, il a dit, vous pouvez prendre des individus que vous gérez dans un système contrôlé, de suivi, tout ça, c'est la conservation. L'individu n'est plus au milieu naturel, vous les avez amenés. Quand vous allez sur le campus, vous allez voir de Encephalatos batterie. Ouais. Par exemple, dans l'espace de CPU là, ça, ce n'est pas dans son milieu naturel, on l'a amené. C'est vrai. Voilà, donc c'est un peu ça. Afzelia africana. Vous voyez certaines plantes Afzelia africana et d'autres plantes autochtones au niveau, dans la ville de Cotonou, un peu partout. Ça, ce n'est plus dans son milieu naturel. Vous l'avez ramené dans un milieu qui n'est pas le sien et il doit s'adapter pour pouvoir y vivre. Tout ça, c'est de la conservation. Si peut-être, je vais tout revenir au niveau des animaux, ça me passionne beaucoup plus. Mais j'ai évoqué un aspect, peut-être que vous n'avez pas beaucoup approfondi, c'est par rapport à l'alimentation, quand on le met dans un milieu in situ. Est-ce que l'alimentation ne risque pas d'avoir des conséquences sur l'animal pour qu'après la translocation se fasse dans des conditions requises?
Là aussi, c'est des questionnements qu'on pourrait avoir. Ça, c'est une excellente question. Effectivement, c'est pour ça que ne fait pas la translocation ou ex-situ qui veut. C'est des professionnels. C'est des professionnels. Hier, on a vu dans une des présentations la façon dont on met les singes dans des systèmes artificiels, mais on met également des systèmes, vous savez, les singes, ils grimpent les arbres. Donc, on met des systèmes en place, aussi bien pour les petits que les individus adultes, pour faciliter cette habitude, ce comportement, pour qu'ils puissent avoir des choses à grimper. Et l'alimentation, par exemple, aussi, l'alimentation, il faut aussi veiller sur ça. C'est différentes étapes, en fait. Lorsque vous mettez les individus en captivité, ça dépend de leur âge, mais lorsque vous êtes prêt à les retourner dans la nature, il y a on appelle ça pré-translocation. La phase pré-translocation, vous devez commencer par les adapter à un environnement plus ou moins naturel, de façon à ce que lorsqu'ils sont retournés dans la nature, qu'ils ne soient pas perturbés. Voilà, donc il y a cette phase d'adaptation. Vous pouvez les alimenter en fonction de leur âge, parce que s'ils sont très, très petits, les spécialistes qui s'en occupent, et spécialistes en fonction donc des espèces. Celui qui s'occupe des primates, il peut ne pas avoir la même capacité de s'occuper des pangolins ou d'autres espèces. Donc, le problème, c'est que les animaux, avant, dans le milieu naturel, ont l'habitude d'aller chercher eux-mêmes à manger. Mais dans un milieu ex-situ, ça veut dire que c'est vous-même qui le donnez. Est-ce qu'il n'y aura pas cette paresse qui va s'installer en ces animaux? Oui, c'est ce que je disais. Je dis, et quand vous les gardez en ex-situ, il y a des étapes. Les spécialistes connaissent bien. Il y a des étapes. Mais lorsque vous êtes prêt à les retourner dans la nature, il y a cette phase d'adaptation où, du point de vue territoire, on augmente le territoire, mais également l'alimentation. On commence par aller chercher dans le milieu naturel des aliments qu'il a l'habitude, qui sont proches de ce qu'il a l'habitude de manger, ou exactement les habitudes qu'il a l'habitude de manger naturellement, ou les parents qui sont dans le milieu naturel ont l'habitude de manger, de façon à ce que lorsqu'on le retourne, qu'il puisse facilement s'adapter. Ben, il peut toujours attendre qu'on vienne lui donner à manger avant de prendre l'aliment. Au lieu d'aller chercher lui-même, il attend toujours qu'on lui amène à manger. Non, on met des systèmes en place pour que, lorsque vous êtes dans la phase pré-translocation, en ce moment, vous amenez l'animal à commencer par prendre l'habitude du milieu naturel. Donc, le positionnement de l'alimentation, c'est le fourrage et autres, vous devez positionner de façon à ce qu'il aille chercher. Il commence par apprendre. Ça ne peut pas être totalement la reproduction exacte du système naturel, mais c'est des phases d'adaptation. Donc, et quand vous relâchez aussi les individus, il y a un suivi. Il y a un suivi. Il faut les baguer. Il faut mettre des systèmes de suivi pour s'assurer que ces individus sont à tel niveau, qu'est-ce qui se passe. Parfois, on relâche des individus et ils ne bougent pas. Ils ne bougent même pas. Oui, il y a des rhinocéros qu'on a vus relâchés, ils n'ont pas bougé, ils sont restés à côté, ils sont restés tout le temps au lieu où on les a relâchés. Donc, il y a un suivi qu'il faut faire. Dans ce cas, comment on fait? Non, mais vous avez leur position, vous pouvez repartir et analyser. Les spécialistes savent comment le faire. Vous pouvez repartir et puis apprécier s'il y a des aides ou des appuis qu'il faut leur apporter, on l'apporte. En fait, moi, ce que je veux dire, c'est pour dire que la conservation ex-situ, qu'on ne veuille pas à son côté négatif. C'est ce que moi, j'ai vu, en fait. Oui, et la conservation a beaucoup de côtés négatifs parce que quand on parlait des risques, les animaux peuvent transporter des maladies. Et en la manipulation, on a parlé des maladies zoonotiques. La zoonose. La zoonose. Et beaucoup d'autres maladies. Le sida, c'est venu des animaux sauvages. Et Ebola, c'est venu des animaux sauvages. Ce qu'on a connu, qui a secoué le monde tout entier. La Covid-19. C'est venu. Donc, en manipulant les animaux, on est exposé. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire cette phase d'analyse de risque. Elle est très importante, aussi bien les coûts, les bénéfices. Vous avez parlé de l'alimentation. Il faut de l'argent. De l'argent, tout à fait. Il faut de l'argent. Et ça, on ne se lance pas dans une conservation, dans cette approche de conservation sans cette évaluation. Sinon, au beau milieu, vous allez vous rendre compte que ce que vous n'arrivez pas à manger vous-même, le plus souvent, c'est ça que vous donnez aux animaux. Vous voyez, hier, on nous disait que, par exemple, les autruches mangent plus d'1 kilogramme de maïs par jour. Je ne suis pas sûr que vous mangez 1 kilogramme de maïs par jour. Non. Voilà. Donc, il y en a dans des milieux qui ne trouvent même pas à manger un repas par jour. Voilà. Et qu'on donne 1 kilogramme de maïs par jour à l'autruche. Et si vous avez 50 individus d'autruches, ça devient compliqué. Ah ouais, 50 kilos. Voilà. En fait, ce qu'il faut dire... Oui, allez-y.
la conservation ex situ, on ne dit pas que ça va résoudre tous les problèmes. Ok. Non. On regarde comment ça peut venir en complément à la conservation on-site. Le but étant à terme d'améliorer l'efficacité de la gestion de nos aires protégées et de renforcer nos systèmes de protection, de préservation des ressources naturelles, de la biodiversité. Ok. Donc il s'agit de mettre tout ensemble ce qui marche, optimiser ce qui ne marche pas, comment on regarde pour améliorer. D'accord, très bien. Alors, la criminalité phonique, on y revient. Aujourd'hui, est-ce que c'est possible de venir à bout vraiment de ce phénomène ou de ce fléau ou de le diminuer considérablement? Rapidement, parler du projet et Dr Amao va dire concrètement ce que nous faisons. Est-ce qu'on peut venir à bout? Nous y travaillons, mais ça va être un combat de longue haleine. Il faut le voir sur le moyen long terme. De la même manière que nous travaillons à renforcer la sécurisation, de la même manière d'autres travaillent à déconstruire ce que nous faisons. Parce que c'est leur business, ils ne veulent pas le perdre. Donc vous voulez dire que tant qu'il y aura un pauvre tout autour des réserves, il y aura toujours de la criminalité phonique. Il y aura toujours de la tentation. La tentation, ok, d'accord. Voilà. Ça veut dire qu'il faut travailler à faire du développement local, mais il faut travailler à éveiller les consciences, à faire comprendre aux communautés, mais tous les acteurs, que nous avons plus d'intérêt à voir l'éléphant sur pied avec ses défenses que de le voir mourir. Quand on le tue, on enlève l'ivoire, certes il se vend cher, mais en 6 mois, on a fini de consommer cet argent, c'est fini. On est passé L'éléphant sur pied, pendant 80, 50 ans, Ben, il y en a qui disent les touristes peuvent il y en a qui disent qu'un lion tué coûte plus cher qu'un lion vivant. c'est selon. Ben oui, sur le champ, vous allez vous faire de l'argent, mais c'est une question de durabilité. Ouais, Est-ce qu'on s'est projeté dans le temps. Pas du tout. C'est vrai. Donc, dans le cadre du projet, du programme PAC Bio, qui est financé par l'Union européenne, que nous saluons au passage, pour leur accompagnement constant, sont actuellement l'un des plus grands pourvoyeurs de ressources, de bailleurs, sur les questions de protection de la biodiversité, de l'environnement dans la région ouest africaine, au profit des États membres des commissions CEDEAO, IOMOA, que nous saluons aussi au passage. Et dans le cadre de ce programme, nous avons une composante importante qui traite de ces questions de lutte contre la criminalité environnementale. Parce que nous avons beau travailler à faire les aménagements qu'il faut dans les parcs, à garder les populations d'espèces sauvages. Si nous ne travaillons pas à la criminalité, en fait, nous augmentons les populations animales pour que d'autres personnes puissent venir se servir. Donc, il nous faut travailler sur toutes ces dimensions. Et cela me fait passer la perche. Bien sûr. C'est ce qu'il fait concrètement. C'est l'expert à lutte contre la criminalité dans le cadre du programme. Ben là, c'est mieux qu'on parle de criminalité environnementale que de dire criminalité phonique, parce que là, ça prend en compte et les animaux et les végétaux. Exactement. Oui, merci beaucoup. Et la criminalité environnementale, en fait, c'est aussi bien la criminalité liée aux espèces sauvages, mais ça intègre aussi les questions de pollution, les questions de criminalité sur d'autres composants de l'environnement. Voilà. Donc, pour revenir à la question de véritablement ce que nous faisons dans le cadre du projet, absolument. Et Dr Sanon avait commencé par le dire, le renforcement de la coopération régionale en matière de lutte contre la criminalité environnementale. Il faut reconnaître que chaque État fait beaucoup d'efforts, mais les gens travaillent en vase clos. Donc, il faut trouver des mécanismes pour les mettre ensemble. Et non seulement on a parlé donc de cadre légal régional, élaborer donc des instruments régionaux qui permettent aux gens donc de pouvoir travailler sur le terrain ensemble, traverser les frontières, communiquer, travailler en chaîne pour pouvoir véritablement traquer ces criminels environnementaux. Mais cela ne s'arrête pas là. Ce que nous faisons, nous renforçons les capacités. On en avait parlé des différents acteurs qui sont au niveau de la chaîne, du terrain, des agents d'application de loi vers la justice. Ce que nous faisons également, et qui est très important, c'est le système d'information sur la criminalité environnementale, qui est un instrument important de suivi de la dynamique spatio-temporelle des différents crimes environnementaux au niveau de la région. Au bout du rouleau, cela rend compte de... Vous avez demandé, votre première question était les statistiques. Chaque pays travaille en vase clos et chaque administration travaille aussi en vase clos.
Il n'y a pas de système au niveau national aujourd'hui qui va vous permettre de renseigner sur le nombre de cas de braconnage, le nombre de cas de trafic illégal, le nombre de cas. Donc chaque institution travaille, la douane travaille en vase clos, les eaux et forêts travaillent en vase clos, la police travaille en vase clos. Donc il faut arriver à mettre tout cela ensemble pour que les statistiques soient faciles à avoir. On ne peut pas prendre une décision si nous n'avons pas les statistiques. Et si on ne prend pas de décision, on ne peut pas conserver donc la biodiversité. Ce que le projet fait, met en place un système d'information sur la criminalité environnementale qui va engranger toutes ces informations au niveau de la région pour avoir une vision claire du niveau de pression sur chaque espèce animale et véritablement développer des stratégies pour conserver ces espèces-là. Autre chose que nous faisons, j'en avais parlé, c'est le cadre légal régional. On a mis en place, élaboré une directive communautaire pour faciliter tout ce qu'il y a comme action de terrain, action des États, synergie de tout cela au niveau de la région. Mais le quatrième élément, c'est ce qui nous a amené à Cotonou ici, c'est le renforcement des mécanismes régionaux de protection des espèces menacées. Donc on ne peut pas travailler sur toutes les espèces, il faut prioriser. Donc nous avons priorisé un certain nombre d'espèces qui sont menacées sur lesquelles nous mettons l'énergie, dont les tortues marines. Les tortues marines aujourd'hui subissent beaucoup de pression. Le parrain est ici en studio avec Voilà, c'est le père des tortues marines du Bénin. Donc, au niveau de la côte, des pressions de perte et dégradation des habitats. Des questions de ramassage illégal des œufs. Si on ramasse les œufs, tu n'as plus d'enfants. Si on ne te permet pas de produire, on ne permet pas l'éclosion, on n'aura plus donc la régénération. Donc la reproduction est d'office hypothéquée. Et s'il n'y a pas la reproduction, c'est un processus démographique très important en matière de dynamique des populations. Donc, les ONG sont sur le littoral du Nigeria jusqu'en Mauritanie et font des travaux merveilleux de récupération donc, de ces œufs. Et un système d'écloserie, ils suivent jusqu'à l'éclosion donc, de ces œufs-là. Et ils les retournent dans le milieu naturel en impliquant les populations, les communautés qui sont au niveau donc, de ce littoral pour veiller à ce que ces animaux puissent être sécurisés une fois du retour dans le milieu naturel. D'accord, très bien. On a été rejoint entre-temps par José Adosou-Boudrem, le directeur exécutif de l'ONG Nature Tropicale, qui travaille beaucoup à la préservation donc, des tortues marines à notre pays. Bonjour, M. Boudrem. Bonjour, M. le journaliste. Allez, on va finir justement ce forum de discussion avec vous. Vous êtes partie intégrante de ces assises de Cotonou sur la criminalité finalement environnementale, dirons-nous, sinon phonique de façon spécifique. Fondamentalement, quelle sera votre partition dans cette symphonie-là? Oui, notre partition est déjà en cours. Et nous avons pu, avec Pape Bio et Lucien Paco, mobiliser les acteurs actifs sur le terrain au niveau de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire, comme il a dit tout à l'heure, du Nigeria jusqu'en Mauritanie. Ça veut dire qu'on a pu mobiliser ceux qui font effectivement l'activité sur le terrain. Et on se retrouve à Cotonou. Une partie est déjà là, qui participe à la discussion globale sur les autres espèces. Mais à partir de demain, il y aura spécifiquement les acteurs qui travaillent pour la lutte contre la criminalité et phonique, mais en particulier ceux qui travaillent sur la protection des tortues marines. Et comme vous le savez, au niveau du littoral ouest africain, il y a très peu d'aires marines. Et quand on dit aire marine, on compare à un parc, vous savez toutes les mesures que les États mettent en place pour pouvoir surveiller. Mais dans le contexte de la côte, même quand vous parlez d'aire marine, on félicite le gouvernement du Bénin pour avoir créé 2, mais quand vous allez là-bas, vous constatez que les populations sont déjà là. Et en créant les aires marines ne veut pas dire qu'on va dégager les populations. Ça veut dire que nous avons eu des messages hier, on faisait sans la population. Ça veut dire qu'on crée, on dit, personne ne touche. Est-ce que ça pourrait marcher aujourd'hui? Ça ne marcherait pas. Mais on fait avec les gens. Mais faisons encore avec les gens. Les gens vous écoutent en journée, mais la nuit, ils font le contraire. Ça veut dire qu'ils sont d'accord, c'est l'État qui a dit, oui, on respecte. Mais la nuit, ils font le contraire. Mais aujourd'hui, on va dans la dynamique où on fait pour les gens. Ça veut dire que si les populations comprennent que l'État prend les mesures pour préserver, pour créer des réserves, il faut que ces populations comprennent que ce n'est pas au détriment de leur vie,
Ça veut dire qu'on les accompagne. Et les populations doivent comprendre aujourd'hui que si elles contribuent à préserver, c'est elles qui seront les premières à tirer le maximum de profit. C'est pour cela que, dans le cadre de cette activité, ce message fort doit être passé, et nous essayons de passer. Ce ne serait plus un message seulement pour le Bénin, mais pour toute la sous-région. Parce que les mêmes problèmes de braconnage, de collecte des œufs sur le littoral ouest africain, ce n'est pas seulement au Bénin, c'est dans tous les pays. Comme je le disais lors des discussions, on n'a pas 1 centimètre carré de plage intégralement protégée. On ne peut pas mettre un forestier ou un policier sur toutes les plages pour protéger. C'est avec les populations. Et quand les populations s'engagent, je crois que les résultats sont excellents. Et là, nous avons... cette séance permet aussi des partages d'expériences. Et comme il a dit tout à l'heure, il y a des directives de l'UICN, c'est général. Mais au niveau spécifique, au niveau plage nationale, plage, même village, le comportement à Grand Popo n'est pas le même comportement à Sémé. En ce qui concerne les tortues, est-ce que vous pouvez comprendre qu'à l'intérieur du port, des pêcheurs isolés peuvent encore piquer des tortues sorties, alors que c'est une zone, on dirait, sécurisée? Ça veut dire qu'on voit un peu quelles sont les stratégies utilisées pour pouvoir quand même contribuer à la préservation. Et c'est ce que nous essayons de faire avec les autres. Ben, on vous souhaite beaucoup de courage. Merci beaucoup. On souhaite plein succès justement à ces travaux qui vont se dérouler ou qui ont déjà démarré depuis hier et qui vont se poursuivre jusqu'à vendredi prochain. Ben, on vous souhaite plein succès. Merci, bon séjour à Cotonou. Prenez du plaisir et faites comme chez vous. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup donc Monsieur Sanon, merci M. Amaroué, merci également à M. Baudreno qui lui est à domicile, hein. il joue à domicile, donc il n'y a pas de souci. On aura le temps de rattraper tout ceci. Bien sûr, bien sûr. On va se retrouver sans doute pour pourquoi pas faire le point, opiner sur les résultats issus de ces assises-là. C'est le plus important d'ailleurs. Merci beaucoup messieurs d'être passés sur 5 sur 7 matin. Vous étiez très matinal, venu déjà bien avant 6 heures, avant le démarrage de 5 sur 7 matin. On vous en remercie profondément. Et on vous souhaite beaucoup de courage et plein succès à vos travaux. Merci.